C'est un immense honneur pour moi aujourd'hui de représenter la Commission scolaire Rivière-du-Nord. Je me présente, je m'appelle Danielle Leblanc, je suis directrice du Centre de formation du transport routier. C'est un privilège et une grande fierté de diriger ce centre. Je vais prendre quand même un petit 2 minutes pour vous expliquer c'est quoi, parce qu'on est vraiment unique dans notre différence. On est un monde à part, mais vraiment à partager. On est en formation professionnelle. Il faut savoir que la formation professionnelle, c'est une excellente voie de réussite pour nos jeunes au Québec et nos moins jeunes. On a aujourd'hui l'immense privilège d'être invité par la Fondation Chagnon. La Fondation Chagnon, dans leur mission, travaille à prévenir la pauvreté en augmentant la réussite pour les jeunes jusqu'à 17 ans. Mais nous, on poursuit après 17 ans. Et quand on y pense, parce qu'on a fait beaucoup cette réflexion-là, puis c'est pourquoi aussi on est ici aujourd'hui, on travaille avec les parents de ces enfants-là aussi. Donc, quand on donne un travail, puis une fierté, une passion à ces parents-là, on aide en même temps les enfants. Et le CFTR, c'est un centre national. Il y a seulement 2 centres de transport par camion au Canada quand même. On est aussi unique en Amérique du Nord. On fait la fierté à travers le Canada et on est envié aussi des États-Unis. Ça n'existe pas ailleurs, une formation comme ça en transport routier. La semaine dernière, j'étais avec des gens des États-Unis, Colombie-Britannique. La semaine prochaine, je rencontre des gens de l'Ontario, de l'Alberta. On fait vraiment l'envie. Donc, je pense qu'il faut l'apprécier. C'est une richesse à la Commission scolaire Rivière-du-Nord, puis on en est fiers parce qu'on change vraiment la vie de plusieurs personnes. L'industrie du transport, c'est un monde en continuelle évolution. C'est exceptionnel. Le CFTR, c'est vraiment particulier. C'est un centre national. On est 2. Le CFTC couvre tout l'Est du Québec. Nous, on couvre tout l'Ouest du Québec. Donc, notre grande particularité, c'est qu'on a 14 points de service. Donc, moi, mon équipe, on travaille en Abitibi, à Sherbrooke, à Gatineau, à Mont-Laurier, je ne les donnerai pas tous, mais vraiment dans tout l'Est du Québec. Et moi, comme directrice, pourquoi je me lève tous les matins puis je viens travailler au CFTR, c'est parce que je crois profondément en la réussite de tous mes élèves. Je crois profondément que je peux changer leur vie avec mon équipe. Mais je me disais, il se fait tellement des belles choses dans mes 14 points de service. Quand j'allais en Abitibi, je voyais des enseignants qui travaillaient avec le simulateur, puis je regardais mes indicateurs, puis je me disais, mais mon Dieu, ils ont le meilleur taux de réussite au module 2, mais pourquoi? Parce qu'ils ont posé les actions. Et j'allais à Sherbrooke, puis là, j'avais un enseignant qui me disait, ouais, il faudrait bien que je fasse quelque chose avec les simulateurs. Mais je me disais, mais voyons, ça se fait en Abitibi. Ça n'a pas de bon sens. On avait notre projet éducatif, dans le fond, notre plan de réussite avant. On travaillait avec nos indicateurs, mais on était vraiment comme éparpillés. Et j'ai le privilège de faire partie de la Commission scolaire Rivière-du-Nord, qui est vraiment une commission scolaire efficace. Quand je vais m'asseoir aux tables de réunion à la Commission scolaire Rivière-du-Nord, puis j'entends mes collègues du primaire puis du secondaire qui sont dans des COP, dans des CAP, quand je vois la directrice générale, Guylaine Desroches, qui est vraiment impliquée puis qui nous motive, moi, je suis assise sur ma chaise. Oui, je travaille en silo, peut-être en formation professionnelle, mais j'ai 2 choix. Je peux me plaindre, mais ça ne donne pas grand-chose. Ou je peux me dire, moi aussi, je vais m'embarquer, même chance en formation professionnelle. Non, je n'ai pas les conditions gagnantes. J'ai beaucoup de fondamentalistes dans un milieu très syndicaliste. Je suis éparpillée à la grandeur du Québec, mais je me suis dit, pourquoi tout le monde ensemble, on ne réussirait pas? Donc, il y a 2 ans, j'ai amené à mon équipe l'idée de partir une CAP. Je dis, on va faire comme au primaire pour secondaire, on va se baser sur les approches probantes, on va se coller sur notre projet éducatif. Ils m'ont regardé puis ont fait, oh non, pas une autre affaire. Mais il faut savoir qu'au CFTR, les gens sont fiers, sont passionnés. Ce que ça fait depuis 2 ans, sont derrière moi, avec moi, pour faire réussir nos jeunes. Donc aujourd'hui, j'ai la fierté de vous présenter ce qu'on fait depuis 2 ans à notre CAP. Bien sûr, on vient en toute modestie, on est des apprenants. Et je remercie encore la Fondation Chagnon qui nous permet de suivre la formation de François Massé et qui, franchement, nous donne des ailes. Je vous présente Nicolas Viau, enseignant à Laval, Steve Fogg, enseignant à Montréal, François-Julien Rondeau, enseignant en mécanique de véhicules lourds, parce qu'aussi, on a aussi la mécanique de véhicules lourds.
Et je veux vous dire qu'on s'est positionné comme le pôle d'excellence et de formation en électrification au Québec. Donc, on est les seuls qui donnent la formation au niveau de l'électrification, mécanique d'autobus avec l'électrification, avec des partenaires partout dans l'industrie. Parce que quand on a fait notre mission au CFTR, ce qui ressort, c'est qu'on veut former l'avenir, puis on veut être les meilleurs pour diplômer les meilleurs. Il y a aussi Justine Sirois, conseillère pédagogique, qui, elle, se promène dans la moitié du Québec. Je laisse la parole à Nicolas. Bonjour tout le monde. Nous, on a adopté la CAP il y a 2 ans. Le CFTR, il y a une réalité différente, comme le disait Daniel, d'enseignement, parce que nous devons tous enseigner le même programme dans des réalités différentes. 14 points de service à travers le Québec, on n'a pas toutes les mêmes réalités. Alors, en 2018, la modernisation de notre programme d'études nous a forcés à revoir notre enseignement. Les enseignants avaient de la difficulté à rencontrer les objectifs fixés par la modernisation du fait que nous devions évaluer maintenant avec 2 types de transmission. Avant ça, le DEP se faisait en transmission manuelle seulement. Maintenant, on doit évaluer avec la progression des nouvelles technologies avec la transmission manuelle, ce qui fait en sorte qu'on doit s'ajuster. Puis, ce que j'ai détecté dans mon centre à un moment donné, c'est que on regardait ça, puis il y avait des sources de stress chez les enseignants. À la vue de l'évaluation d'une compétence neuve, par exemple, sur le programme modernisé. Puis là, on a entendu les élèves, les enseignants qui disaient, qui commençaient à critiquer différentes choses dans l'évaluation, le parcours, le programme. On critique le programme, c'est facile. On va critiquer les fiches de verdict. On critique les CP, c'est facile, critiquer les CP. Hein? La direction, on ne s'est pas rendu là, par exemple. On n'a pas osé. Sinon, je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui. Alors, on a critiqué l'équipe de travail sur la modernisation. Tu sais, ceux qui ont pioché pour faire la modernisation de notre nouveau programme, ben c'est facile aussi de lancer des pierres sur eux autres. Puis, ben facilement aussi les élèves. Voyons, bande de caves, pourquoi vous ne réussissez pas? Voyons donc, ça a été fait tout le temps. Mais non, mais c'est un peu ça que j'ai observé dans mon centre, surtout. Puis, après ces observations-là, j'ai créé un atelier dans mon point de service. On a travaillé là-dessus dans le groupe CAP, puis après ça, j'ai ramené ça dans mon point de service. Avec les outils et les expériences que nous avions vécues en rencontre CAP, justement. On a créé un atelier de réflexion basé sur la compétence 9, qui est la dernière compétence avant l'obtention du diplôme, la rentrée en entreprise, en industrie, avec laquelle mon équipe avait des gros besoins. Je voyais qu'on arrivait à la fin de l'évaluation, on arrivait au module 9, puis les profs, on tournait en rond, puis on ne savait pas trop quoi faire avec ça. Le but, c'était de travailler en collaboration. C'était de partager des idées, de maximiser le rendement de l'équipe de travail, nous faciliter la tâche, faciliter l'apprentissage de nos élèves surtout. Qu'est-ce que nos élèves doivent apprendre? Alors, c'était aussi de cibler ce que l'élève doit apprendre, éviter le travail en silo, exactement ce que je viens de dire. Nous questionner sur la façon d'améliorer ces résultats-là, mais pour ce faire, il fallait définir les causes. Pourquoi est-ce que nos élèves ont de la difficulté à apprendre avec le nouveau programme modernisé? C'était un peu ça le nerf de la guerre. J'ai donc sorti le programme d'études et les nouvelles évaluations modernisées. On s'est penché sur les questions suivantes. Que pouvons-nous faire pour aider nos élèves à apprendre? Puis je pense que c'est un peu ça, qu'on soit en FP, qu'on soit au primaire, au secondaire. Hier, j'ai eu un échange avec une professeure de mathématiques en première année. Moi, je suis en FP, puis on rencontrait les mêmes problématiques. Fait qu'on est, à quelque part, on n'est pas si différent que ça, tout le monde. Alors, on s'est penché sur la question suivante. Bon, les enseignants de mon centre ont étudié entre eux la question et nous avons constaté qu'il était plus facile de critiquer l'examen plutôt que de remettre en question notre propre enseignement. Qu'est-ce que nous voulons faire apprendre aux élèves? Comment saurons-nous qu'ils ont appris? C'était les questions de base qu'on s'est posées. Que faisons-nous avec les élèves qui ont déjà appris? Ceux qui ont appris, est-ce qu'on les néglige pendant qu'on donne la récupération à ceux qui en ont plus besoin? La quatrième question, c'était celle-là. Que faisons-nous avec ceux qui n'ont pas appris? Par la suite, l'équipe a commencé à échanger sur des façons de faire pour atteindre les objectifs et pour répondre aux 4 questions. C'est peut-être l'enseignant qui est à revoir sa façon d'enseigner.
l'autocritique de leur enseignement, cibler les attentes, réajuster l'enseignement, mettre l'emphase sur la conduite et non sur la maîtrise de la transmission, parce que nous, avec l'évolution de la transmission automatisée, de plus en plus l'industrie accepte les élèves en transmission automatisée. Donc, il faut délaisser notre enseignement, le focus sur la transmission manuelle. Puis c'est un peu ça là, qui est difficile pour les F-150. L'équipe de travail se base donc sur les résultats pour s'améliorer. Hein. C'est souvent l'exercice qu'on vient de faire justement ce matin. Hein, c'est un peu ça, c'est un peu d'actualité. Hein. L'équipe va se baser donc sur des résultats pour pouvoir s'améliorer. Et de plus, selon John Hattie, c'est une pratique efficace. Merci. Bonjour tout le monde, ça va bien? Excellent. À titre d'enseignant au point de service de Montréal, nous sommes régulièrement en enseignement avec une clientèle en situation précaire, en généralement composée d'adultes immigrants, soutien de famille ayant vécu de grandes déceptions au niveau de l'employabilité dans le marché du travail. Cette clientèle ressent une pression énorme face à la réussite scolaire. Donc, évidemment, le fait de rentrer à l'école, d'avoir à soutenir leur famille, ça leur met une pression supplémentaire. Afin d'établir un climat d'apprentissage favorable et sécurisant pour les apprenants, le groupe d'enseignants, en collaboration avec le groupe pédagogique, a alors entrepris une réflexion concernant nos orientations, les stratégies utilisées, ainsi que les contenus à enseigner. L'objectif de cette réflexion était clair pour nous. Comment pourrions-nous favoriser la réussite de nos élèves en instaurant un climat d'apprentissage sécurisant tout en priorisant les contenus enseignés pour l'atteinte des objectifs de réussite à la fin du DEP. Étant donné la nature particulière de notre DEP en transport par camion, les premières semaines de formation sont très chargées en contenu. Le choc cognitif ressenti par les apprenants est important et les déstabilise énormément dès les premiers jours de formation. En plus de former nos élèves sur le respect de leurs obligations en lien avec les diverses réglementations de la conduite de véhicules lourds, l'obtention du permis d'apprenti conducteur est une étape primordiale et indispensable au développement des compétences pratiques du DEP. Les possibilités de réussite d'un élève n'ayant pas réussi le test d'apprenti conducteur de la SAAC dans un délai raisonnable restreint grandement les possibilités de réussite. En cours de réflexion, une question revenait sans cesse dans nos échanges. Qu'est-ce que l'on peut faire apprendre à nos élèves avant le début de la formation? La préparation à l'obtention du permis d'apprenti conducteur était sans contredit un des éléments pouvant être appris avant le début de la formation. Étant donné que l'obtention du permis d'apprenti conducteur ne fait pas partie de notre programme d'études au DEP, mais une obligation imposée par la SAAC, nous avons alors décidé de retirer cette préparation de notre planification pédagogique et de développer une formation de 30 heures précédant le début du DEP, uniquement consacrée à l'obtention du permis d'apprenti conducteur. Les effets positifs ont été remarqués dès la première cohorte. Le fait d'avoir amoindri la charge de travail pour les élèves en début de formation a permis de diminuer l'anxiété chez les élèves et de lui permettre d'acquérir plus aisément les compétences requises. Dès la première cohorte, nous avons observé une augmentation significative du taux de succès au test d'apprenti conducteur à la première tentative, passant de 23 % à 60 %. Ces conditions ont aussi permis d'observer un taux de réussite à la hausse des 2 premières compétences du DEP qui sont évaluées, soit les compétences 2 et 4, qui ont passé respectivement de 38 à 77 % et de 46 à 88 %. De plus, le fait d'avoir clairement défini en groupe nos intentions pédagogiques nous a permis de moderniser nos évaluations en vue de la sanction des compétences pratiques. En répondant clairement à la question « Que désirons-nous que nos élèves apprennent ?», nous avons ciblé plus clairement le contenu essentiel à enseigner, adapté aux nouvelles réalités du métier, permettant aux élèves d'atteindre la diplomation en utilisant la transmission automatisée et favorisant un rythme adapté aux élèves les plus vulnérables. En moyenne, le taux de succès des évaluations pratiques a fait un bond à la hausse de 25 %. Bien entendu, certains élèves n'apprennent pas au rythme désiré. Nous développons donc à ce moment-là avec les élèves un plan de récupération
récupération personnalisée à chacun pour ces élèves et les accompagnons jusqu'au maximum de leurs possibilités, une réussite à la fois. Merci. Je me présente, Julien Rondeau. Je suis enseignant en MVLR au CFTR. On est fraîchement greffé au CFTR, nous, la mécanique. On vient de déménager. On a changé de centre. On est une équipe de jeunes enseignants. On est 9 enseignants à temps plein. La plupart, excusez. Pas beaucoup d'expérience. Moi, ça fait 3 ans que j'enseigne. On a 6, 7, 8 ans d'ancienneté pour nos plus vieux. Donc, on est très récent, très nouveau. Par-dessus ça, on vient de faire une refonte du programme. Donc, on a beaucoup de travail pour améliorer notre contenu. Puis, on a plusieurs défis en lien avec ça. Donc, on est pas mal occupé ces temps-ci. La CAP, elle nous aide beaucoup à développer des nouveaux outils de travail, des nouvelles idées, des nouveaux procédés. Je fais partie de la réunion de CAP. Je suis le seul de ma cohorte, de ma gang, avec tous les autres profs de conduite. Puis le travail est d'aller chercher le maximum d'idées puis de concepts, puis de les transformer puis de les adapter à la mécanique. C'est pas un gros défi. Comme vous l'avez vu, là, peu importe les cohortes ou l'enseignement ou la clientèle, les mêmes problèmes reviennent. Ce que la CAP nous a apporté comme exemple qu'on peut vous donner, je vous parle du Take 5. C'est un espèce de petit examen qu'un prof de conduite a développé. En début de cours, il fait passer 5 questions à ses élèves. C'est du récapitulatif, excusez. Je l'appelle le recap en jargon de prof. Je l'ai adapté. C'est plus court. Hein. Les élèves comprennent plus facilement. Donc, je boite moins quand je le dis. Fait que... Donc, le recap, c'est une vérification. On fait un petit 10 minutes, 15 minutes, des fois 20 même, des notions qui ont été vues préalable, la veille, l'avant-veille. Ça permet de faire sortir les lacunes de certains. C'est à haute voix, c'est en grand groupe. Je fais partager les élèves. Ça fait sortir les problématiques. Des fois, il y a des élèves qui ont des idées préconçues ou des notions mal comprises. Puis je prends le temps de développer, mais c'est les élèves qui maintiennent le recap en vie. Je fais juste les alimenter, puis les partir, puis des fois corriger s'ils s'en vont dans une mauvaise direction, mais souvent c'est de l'autorégulation, le groupe participe beaucoup, donc c'est très efficace. Par-dessus ça, j'ai découvert le Kahoot, s'il y en a qui connaissent. Très bon, le Kahoot. Je vais faire une petite explication, ceux qui ne connaissent pas, là, c'est interactif. Donc, l'enseignant monte le jeu sur projection, sur grand écran, puis les élèves participent avec soit des téléphones cellulaires ou des iPads, puis ils doivent répondre aux questions. Donc, sur leur écran, ils ont juste 4 choix de questions, 4 choix de réponses, excusez. Puis, écoute, les résultats sont notre clientèle de 18-25 à peu près en moyenne. Donc, tout le monde embarque. C'est à fond. Le taux de participation a été explosé. Puis, ça a été tellement bénéfique que nos formatifs s'en vont tous vers ça. Les élèves embarquent, le taux de participation est là, les résultats sont là. Donc, on a dit, ben si ça pogne, on va en profiter. On va mettre plus de matériel là-dedans. Donc, le Kahoot est très à la mode ces temps-ci en MVLR. Le niveau de réussite, on a parlé facilement entre 20 et 25 % d'augmentation dans les premières semaines. Là. Ça a été définitivement positif. Pour ce qui est du Kahoot, on est capable, on est capable aussi de vérifier puis d'analyser les résultats. Le site, le serveur qui nous fait faire le jeu, nous permet d'avoir des statistiques à la fin de chaque événement. Donc, on est capable de cibler nos élèves qui ont des difficultés. Pour après ça, quand on fait un retour en classe, je suis capable de mettre du temps ou de les jumeler avec d'autres élèves, l'apprentissage par les pairs, ou non, directement nous autres qu'on peut mettre un peu de récupération préventive, directement avec les élèves qui sont en problématique. Donc, c'est très efficace, puis c'est très rapide aussi. On a une plus grande facilité de gérer le groupe aussi. Ça devient un bon indicateur pour prendre le pouls, sentir si notre groupe est sur la bonne voie ou si c'est notre enseignement qui est défaillant, pour ne pas en échapper, comme on dit. Ensuite, souvent, une collaboration ressort entre les deux départements. Mis à part le Kahoot, j'ai plein d'autres idées qui viennent. Conduite par camion, puis mécanique véhicule lourd, on
on se complète, veut pas, on travaille sur des camions les deux. On a souvent des profs qui viennent nous voir puis qui veulent avoir du matériel, que ce soit des photos, des PowerPoint, des images. Souvent, c'est très pointu comme concept, comme matériel, mais les autres vont avoir des idées basées sur notre matériel. Donc, on se complète à ce niveau-là. C'est très efficace. Donc, pour finir, je dirais que le genre de projet que la CAP a amené, nous autres, c'était une source c'est incroyable, la source d'idées qui sort de là. Donc, personnellement, tout le département, on pense que la CAP devrait s'étendre à la grandeur des commissions scolaires pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager cette mine-là, cette mine d'informations, de technologie, de techniques, de concepts. Donc, c'est vraiment super. Merci. Alors, bonjour. Comme vous avez pu le constater, moi, mon défi, ça a été de travailler avec une grosse équipe composée d'une vingtaine d'enseignants provenant de 2 DEP, de 4 directions adjointes, d'une direction de 5 professionnels qui étaient composés aussi avec un psychoéducateur et des CP. Alors, notre première année, en tant qu'apprenant, notre but, c'était de partager nos bons coups, les stratégies, les pratiques gagnantes qui se faisaient dans les équipes, dans le but d'augmenter nos taux de réussite. Alors, c'est ainsi qu'à Montréal, par exemple, on a dans la compétence 2, notre taux de réussite est passé de 58 à 72 après avoir utilisé des pratiques gagnantes qui avaient été faites dans notre centre à Cowansville. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous ces bons coups-là, toutes ces pratiques gagnantes-là, on a créé une communauté sur notre site de la commission scolaire où les gens ont pris le temps de tout écrire comment on faisait pour appliquer telle pratique gagnante. Alors, comme ça, même si les gens travaillent à différents points de service, ils sont capables quand même d'échanger. Par la suite, dans notre deuxième année, on est parti des taux de réussite des compétences de tout le CFTR confondu. Puis, on en est arrivé à cibler à la CAP certaines d'entre elles, à travailler cette année. Puis, nous, notre réalité fait en sorte qu'on a des cohortes qui travaillent dans différents points de service, puis ne sont pas toujours rendus au même point. Alors, on a plusieurs chantiers, si je peux dire, qui sont en train de se faire en ce moment. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin de chacun de ces chantiers-là, à la fin de chacune des compétences et de chacune des cohortes, on va reprendre les taux pour vérifier, valider qu'est-ce qui a été fait de bien, qu'est-ce qui a retravaillé pour ensuite le faire dans d'autres points de service. Alors, ces rencontres-là, ils sont planifiés en début d'année. Ils ont lieu une fois aux 2 mois. Puis, c'est 2 semaines avant nos journées pédagogiques. Fait que ça permet aux enseignants qui sont membres de la CAP, avec les CP, avec les directions, de se préparer pour aller propager ça après dans tous les points de service. Parce que notre but aussi, c'est de rendre nos équipes autonomes, étant donné les kilomètres qui nous séparent. Et à titre d'exemple aussi, comme ça, il y a une nouvelle stratégie qui a été pensée à Joliette, puis les élèves ont fait une ovation debout à nos enseignants parce qu'il y a une procédure qu'ils ont réussi à apprendre en 4 jours, alors que normalement, ça se fait en 2 semaines. Et en terminant, ce que je veux dire, c'est qu'on a eu un groupe l'année dernière en concomitance où on avait des jeunes de moins de 20 ans qui faisaient leur DEP en camionnage et un DES à la commission scolaire. On a eu un taux de réussite de 100 %. Et là-dessus, il y a eu 83 % qui ont eu un double diplomation. Merci. Bon, Justine va me faire pleurer. Dans le fond, comme mot de la fin, je veux juste vous dire que pendant 2 ans, on a célébré nos erreurs. Mais aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un succès. Je m'excuse, Justine m'a fait pleurer. Ce succès, je veux le partager avec la Fondation Chagnon. Merci encore de nous permettre d'être ici. Merci encore de nous permettre de suivre la formation avec M. Massé. Je veux le partager avec Guylaine Desroches, la directrice générale de la Commission scolaire Rivière-du-Nord, qui nous accepte dans notre différence, qui est toujours là pour nous et qui nous encourage à continuer. Je voudrais le partager avec Michael Charette, directeur général adjoint à la Commission scolaire Rivière-du-Nord, qui nous a supportés, qui nous a aidés à traverser des tempêtes. Le CFTR ne serait pas ici aujourd'hui s'il n'y avait pas été nous durant ces années. Et finalement,
mon dernier partage avec René Brisson, directeur général adjoint à la Commission scolaire Rivière-du-Nord. Il est responsable du CFTR. René, merci de ton accompagnement, merci de ta bienveillance et merci de faire la route avec nous. La vidéo que je vais vous présenter, c'est un élève dans la concomitance que Justine a parlé. Il s'appelle Émilien. Émilien, un décrocheur de 17 ans qui s'est inscrit au CFTR, qui a découvert une nouvelle passion à 18 ans, qui maintenant est camionneur, qui a obtenu son DEP, son secondaire 4 et son diplôme de secondaire 5 avec nous. On ne peut pas être plus dans notre mission que ça, former l'avenir. Et ces succès-là, je veux juste vous dire que c'en est un qui est venu me voir. Il a terminé son stage le vendredi. Le lundi matin, il est venu dans mon bureau pour me dire « Merci, Daniel ». Et j'ai pris la peine de sortir le filmer avec mon iPad. Dans la vidéo, je lui parle du PACVL. Le PACVL, c'est un programme qu'on a avec le ministère du Transport. C'est un arrêté ministériel qui nous permet d'enseigner à ces jeunes-là qui puissent être sur la route à 18 ans, qui a été fait aussi avec la concomitance. Ça dure 1 minute. Je vous laisse là-dessus. Tu me dis ton appréciation du PACVL. Comment tu as trouvé ça? Le PACVL, c'était vraiment le fun. C'est le choix des profs qui a aidé aussi. Les profs, mettons, si les profs ils donnent la matière pour donner de la matière, ce sera pas le fun. Mais là, vu que les profs aiment ce qu'ils font puis ils aiment donner de la matière, ben là, c'est le fun. Puis on vient comme eux, tu sais, puis on apprend vraiment le camionnage, c'est quoi, là. Puis t'as quel âge? J'ai 18 ans. J'ai eu 18 ans dans le programme. Puis quand j'ai commencé, j'avais 17 ans, mais... l'âge, vraiment, ça dérange pas, là, c'est vraiment, comment que je pourrais dire ça, c'est l'école, dans le fond, c'est un nouveau mode de vie, puis on s'adapte. Puis ça t'a pris combien de temps avant d'avoir un travail? Même pas, là, j'ai même pas fini mon DEP, puis j'avais déjà une job, puis c'était le fun. T'as fait ton DEP avec ton secondaire 5? Oui. Fait que le PACVL t'a permis d'avoir les deux? Oui, en plein ça. Bon, puis tu donnes combien sur 10 au programme PACVL? On va donner 12,5. Ah! Merci! Hey, mais bravo, on est fiers de toi. Merci beaucoup. Félicitations. Arrange-toi pour être fier! CFTR!